Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette 5e édition de l'Université du réseau des référents handicap. Je suis Charles Mirat et j'ai le plaisir de vous annoncer le premier talk de cette 5e édition. Je vous demande d'accueillir Laetitia Henry qui va nous raconter une très jolie histoire, une histoire personnelle et une histoire d'entreprise. Ben ouais, et alors? Laetitia Henry, s'il vous plaît. Merci. Nous sommes le 25 septembre 2017. Me voilà prête à reprendre le travail 1 an après avoir donné vie à mon bébé. Vous connaissez toute cette sensation d'émotion quand on laisse notre bébé à une inconnue pour la première fois. Imaginez un peu ce que ça peut être quand en plus vous avez passé la première année de sa vie à être auprès de votre petite parce qu'elle a un trou dans son cœur et à mettre en place tout un tas de suivis médicaux. C'était évidemment un moment très chargé en émotions. Imaginez alors que quand vous revenez pour prendre votre job, une personne se trouve à votre place et que vos affaires sont mises au pied du bureau. C'est un sentiment d'injustice profonde. Et pour mieux comprendre, je vous emmène avec moi 1 an avant pour que vous puissiez mieux comprendre pourquoi j'ai eu ce sentiment très fort. On se trouve du coup en 2016. Je reçois un appel. J'étais sur mon lieu de travail et une personne me dit « Allô, Madame Henry, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. » La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de trisomie 18. La mauvaise, c'est qu'il y a une trisomie 21 avérée. Vous n'imaginez pas à quel point mon cœur bat la chamade, à quel point mon monde s'effondre. Je suis emplie de peur et de doute. Et face à ça, je dois faire ce choix qui est du coup très, très lourd parce qu'en fait, jusqu'à la fin de la grossesse, on peut faire le choix ou non d'interrompre cette grossesse qui se trouve du coup compliquée. Alors, après cette annonce que j'ai appris sur le lieu du travail, le lendemain, j'ai mon employeur qui est venu me chercher pour boire un café. Et au cours de ce café, il me demande, en fait, il cherche à savoir un peu vers quoi je m'oriente. Pour nous, c'était encore le flou absolu. Et il me demande vers quoi ma mère a pu me guider. Alors, ma mère avait beaucoup d'anxiété. Elle m'a simplement dit « réfléchissez bien ». Et il a saisi ces mots, il a insisté en me disant « oui, réfléchissez bien ». Et il insistait sur ça. Donc sur le coup, je l'ai vraiment pas mal pris, puisque malgré qu'il y avait un ton assez inquisiteur dans tout ça, on avait de parfaites relations. Donc j'ai vraiment pas vu le mal dans ce message. En revanche, c'est devenu de plus en plus insistant. Après, chaque jour, au pause café ou à la moindre occasion, il me répétait tout le temps « faites pas cette connerie-là, Laetitia ». Et c'était incessant. Je ne tenais pas compte de son avis, puisqu'évidemment, ça ne lui appartenait pas. Mais petit à petit, ces mots ont vraiment commencé à peser assez lourdement. Et puis nous, de notre côté, il fallait faire le tri pendant tout ça, donc dans nos doutes, dans nos peurs. Donc on est allé au-devant d'associations pour enlever ces peurs et ces doutes. Et puis finalement, à la sortie d'un rendez-vous chez la psy, on a trouvé nos réponses. On a demandé à la psy si elle pouvait vivre heureuse. Et là, elle nous a dit oui. Donc notre réponse a été alors elle vivra. Et pour nous, c'était très fort en émotion parce que du coup, toutes les peurs qu'on avait eues, j'ai eu des questions très bêtes en fait. On se pose certaines questions comme est-ce que je vais réussir à trouver mon enfant beau? C'est horrible, vous allez dire. Et pourtant, je l'ai pensé. J'avais peur qu'elle puisse ne pas être invitée à des goûters d'anniversaire. Et finalement, parce que mon fils lui recevrait ce genre d'invitation. Et finalement, on est sorti avec nos solutions. Mais en fait, on ira faire un cinoche et puis ça le fera, quoi. Donc, on a trouvé nos propres solutions. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé ma sérénité. Et donc, mes employeurs ont vu effectivement que je retrouvais un peu cette sérénité au travail. Et ils se sont empressés de vouloir connaître mon choix. Ils m'ont fait un entretien, ils m'ont convoqué. Et en fait, cet entretien qui devait avoir lieu le 30 juin 2016 à 15h, a commencé peu avant 18h, juste avant la sortie des collègues. Et il ne s'est pas du tout passé comme je l'imaginais. Donc, c'est un entretien qui m'a assommée. En fait, pendant le déroulé de l'entretien, ils ont évidemment recommencé avec « ne faites pas cette connerie-là », etc. Donc, puisqu'ils ont évidemment commencé par « quel est votre choix ?» Donc, quand je leur ai expliqué qu'on poursuivait la grossesse, ils ont essayé d'intervenir encore de nouveau dans ce choix.
Et puis, ils ont après usé d'exemples personnels pour me dire, moi, je connais des personnes, ils ont un enfant autiste, enfin, ils trouvaient tous les exemples qui leur tombaient sous la main pour dire que ma vie était terminée, qu'au bout de 6 ans, elle n'ira plus à l'école, que je ne saurais plus quoi en faire, que j'allais forcément me séparer, etc. Donc, je leur ai expliqué que c'était un peu difficile. Enfin, nous, on avait besoin, en tout cas, de s'accrocher à du positif. Et puis, en fait, après, ils sont devenus un peu plus menaçants. Ils ont commencé à me dire oui, mais vous faites le choix d'avoir un enfant handicapé. Donc là, j'ai dû leur expliquer que non, je ne faisais pas le choix d'avoir un enfant en situation de handicap. Le choix que j'avais à faire, en tout cas de la façon dont il résonnait pour moi, c'était de tuer ou non mon enfant au 6e mois de grossesse, 7e mois même, parce que j'ai peur de sa différence. Et c'était vraiment pas la même chose. Et ça, ils ne l'ont pas compris et ils ont poursuivi en me disant, donc ces mots, ça ne les ont absolument pas arrêtés, ils ont poursuivi en me disant, oui, mais quand même, nous, dans une PME, vous comprenez bien qu'on ne peut pas composer avec des gens qui potentiellement seront absents demain. Donc là, c'était encore des idées très arrêtées sur le fait que je serais forcément absente parce que je devenais parent d'un enfant en situation de handicap. Et ils ont continué, donc ils m'ont dit, ils ont poursuivi les menaces, puisqu'ils voyaient que j'étais accrochée à mon choix. Et ils ont continué en me disant, vous comprenez bien que pendant votre arrêt maternité, on va vous remplacer, et si la personne est bien, vous passerez au second plan. Donc du tac au tac, je leur ai répondu, ok, donc vous me passez sur le banc de touche. On était en pleine coupe d'Euro de football à l'époque, et du coup... mon employeur a eu ces mots infâmes qui ont été « Oui, vous voyez Didier Deschamps, s'il veut gagner le match, les blessés, il les laisse sur le banc de touche. » Ces mots forcément m'ont marqué pour longtemps, pour une vie, et ça m'a valu quelques mois ensuite chez le psy, parce que c'était moi la blessée, enceinte de mon enfant au 7e mois de grossesse, qui était handicapée. Alors c'était un peu trop pour moi, les émotions sont toujours présentes. Le soir même, j'avais rendez-vous chez le médecin pour mon fils et j'ai dû répondre à la question de mon médecin qui s'inquiétait de mon suivi. Et quand j'ai expliqué ce qui se passait, elle m'a dit là c'est trop, il faut vraiment se recentrer sur votre grossesse. Et donc elle m'a mis en arrêt. Donc c'est à partir de là que mes relations se sont arrêtées vis-à-vis d'eux. Et à la suite, donc pendant l'été, je me suis occupée de mon fils aîné, Elias, qui lui avait 2 ans et demi. Et pendant cet été, je me suis rendu compte en fait que lui aussi avait des petits comportements qui étaient assez différents des autres enfants de son âge. Et donc, on a entamé une série de rendez-vous médicaux. Et puis là, je me suis aperçue effectivement à terme que Elias avait des troubles du spectre autistique. Et quand ce verdict est tombé, donc là de nouveau, à la suite d'une série de rendez-vous, on nous a dit, Madame Henry, et accompagnée du père de mon enfant, votre fils a des troubles du spectre autistique atypiques, lourds. Alors là, c'est encore un autre monde qui s'effondre. On se demande vraiment ce qu'on a pu faire et pourquoi toute notre vie qui était si bien tracée avant, d'un coup, était tombée comme un château de cartes. On avait plein de peurs, on ne savait absolument pas ce qu'allait notre avenir, on ne savait pas comment on allait rebondir de tout ça. D'un coup, j'avais plus aucune projection possible. Là où tout nous semblait facile avant, d'un coup, tout devenait impossible. Et puis petit à petit, les mois ont passé et finalement, on a réussi à entrer dans cette nouvelle vie. On a composé avec les besoins de nos enfants. D'un coup, 4 rendez-vous hebdomadaires tombés chaque semaine, évidemment. Il y avait l'orthophoniste, psychomote, la nounou pour Raphaël, orthophoniste, psychomote pour Elias. Mais ça faisait partie de notre quotidien et on a réussi à s'en sortir, à mener une vie ordinaire avec nos enfants extraordinaires. C'était déjà un beau challenge. Alors j'étais prête à reprendre le travail, mais ce 25 septembre 2017, quand je suis revenue 1 an après m'être occupée de mon bébé sur ses premiers mois, il y avait justement cette personne à ma place. Et là, j'ai effectivement vu que j'étais placée sur le banc de touche. Donc les menaces avaient été mises en place et s'en est suivi un entretien de reprise où là, ils ont eu une violence horrible. Après les mois que je venais de traverser, j'avais vraiment pas besoin de reprendre mon travail comme ça. Et ce travail pour moi était hyper important parce que j'avais vraiment envie de m'accrocher. C'était la seule partie dans la vraie vie à laquelle je pouvais encore m'accrocher. Et j'avais besoin de ce travail, c'était vital par rapport à tous les projets qu'on avait entrepris dans notre vie personnelle.
Et du coup, j'ai un trou de mémoire. À la suite de ça, donc, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai repris le travail, je suis désolée. Donc oui, ce 25 septembre 2017, ils ont eu des mots horribles où en fait ils m'ont assommé en me demandant, en tapant du poing sur la table, et ils m'ont demandé de démissionner. Donc j'étais complètement abasourdie, j'ai voulu absolument m'accrocher à ce job, et je suis ressortie en larmes, complètement mal, vraiment dépassée par mes émotions. Ça les a pas arrêtés et je me suis accrochée quand je suis sortie de cet entretien ultra choquée. On a suivi une semaine où j'ai voulu absolument m'accrocher à ce travail et j'y suis retournée tous les jours. Mais tous les jours, ils m'attendaient au tournant et je voyais bien qu'ils attendaient le moindre faux pas pour me tomber dessus. Et une semaine après, j'avais rendez-vous à la médecine du travail pour mon entretien de reprise. Et quand la médecin du travail m'a demandé comment ça s'était passé, je lui ai expliqué ce qui venait de se produire. Évidemment, je me suis effondrée. Et là, elle m'a dit, oula, il y a un gros problème. Et donc, elle m'a tout de suite mis en inaptitude temporaire et elle m'a orientée vers l'inspection du travail. L'inspection du travail, là aussi, a été choquée de ce que j'expliquais et eux m'ont orientée vers un avocat pour m'accompagner. Et suite à ça, donc, s'en est suivi du coup 2 longues années de galère dans lesquelles je me suis trouvée en dépression profonde. Je suis passée dans les mains de psychiatres pour m'en sortir. Et petit à petit, ma vie, elle s'est construite. Donc, ma fille a pu aller chez sa nounou. Mon fils a pu gagner l'école. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on a fait le choix de ne pas dire ses troubles du spectre autistique. On les a cachés parce qu'on ne voulait pas que lui arrive avec cette étiquette sur le front, l'autiste de la classe. Les regards sur notre fille étaient déjà un peu durs à porter. Et finalement, aujourd'hui, c'est sans regret. Je peux vous dire que c'est une petite anecdote personnelle, mais ça lui a plutôt servi. Elias va très très bien et a parfaitement évolué. Et suite à ça, donc, ma fille a pu, elle, regagner sa nounou. Et donc, notre vie était plutôt bien rythmée. Et le seul frein que je rencontrais dans ma vie, finalement, c'était mes employeurs. Et donc, très vite, je me suis rendu compte qu'eux m'avaient projeté dans ce que j'appelle la deuxième dimension, donc le monde du handicap. J'ai tendance à faire ce parallèle-là parce qu'en fait, le mot handicap est là pour caractériser ce que mes enfants ont. En réalité, le handicap, une fois qu'on s'est habitué à ce qu'ils ont, ça fait partie de nos vies, ce sont nos enfants, ils sont comme ça. Et le vrai handicap, finalement, c'est le poids de la société. C'est la façon dont, d'un coup, vous êtes exclus et dont tout devient difficile, toutes ces portes à pousser, pour que simplement ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent faire une sortie scolaire, qu'ils puissent aller au centre scolaire, la cantine, enfin voilà, et sans vous parler des batailles administratives où il faut faire des dossiers pour faire avérer le handicap de votre enfant qui est déjà avéré. Donc il y a énormément de choses dont les familles concernées connaissent évidemment ce que je dis. Donc voilà, et dans tout ça, à la suite de ça, j'ai rejoint le monde associatif, et là ça a été une vraie découverte. J'ai rejoint l'association Trisomie 21 de Normandie, et là aussi, ça a été une vraie surprise parce que je ne connaissais pas ce monde-là et je me suis aperçue que finalement, pour tenir 2 services socio-médicaux, un ESAT, un CESAD, il y avait finalement 5 parents pour tenir, ce qui permet à 80 familles de faire évoluer leur enfant. Et ça m'a paru assez fou et assez dingue que finalement tout ça repose sur la volonté de 5 parents. Donc là encore, je me suis fait ma petite impression, enfin ma petite anecdote perso en me disant finalement on crée des services civiques obligatoires. Mais si on crée le service associatif obligatoire pour tout le monde, quand on voit ce que 5 parents peuvent faire, on ferait franchement des grandes choses et on pourrait révolutionner ce monde. Donc voilà, ça encore c'est une petite anecdote. À la suite de ça, donc, on a lancé des projets et le grand dans tout ça, c'est que du coup, on peut créer des choses. Et finalement, on a un des membres qui est arrivé au conseil d'administration avec un projet sous le bras. Et là, il est arrivé en nous disant, j'ai vu un truc génial, c'était un resto inclusif, il faut absolument qu'on fasse ça à Rouen, c'était génial. Et là, on a créé ce projet, du coup, on s'est checké, on est parti... on a foncé tête baissée dans la création de ce restaurant qui aujourd'hui a vu le jour à Rouen et qui s'appelle le restaurant Le 21, que vous pouvez voir ici en image. Et vous avez les cofondateurs, donc on est 4 autour de ce projet, à avoir bâti le 21.
Et aujourd'hui, donc, on a créé ce restaurant inclusif qui emploie 16 personnes et dont 12 en situation de handicap. Donc ça, c'est une réelle fierté. Je vous passe les galères qu'on a rencontrées, mais aujourd'hui, on est heureux du mardi au samedi soir d'ouvrir les portes à notre clientèle dans un restaurant incroyable. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les avis clients. Je vous laisse les consulter. En tout cas, c'est une très belle aventure. Et finalement, dans la morosité que je rencontrais dans ma situation personnelle, j'avais retrouvé de l'intérêt. Je me suis sentie utile en créant ce genre de projet. Et ça m'a clairement très motivée à poursuivre et à me dire qu'on avait vraiment le pouvoir de révolutionner les choses avec la seule envie de le faire. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Et aujourd'hui, le 21 reste les portes ouvertes. Le 21 est devenu évidemment une symbolique pour nous. Et on a forcément ouvert les portes le 21 juin 2021. Alors en parallèle de tout ça, je vous ramène un petit peu avant, à l'été 2019, où là j'étais au bord de la piscine, avec ma fille entre mes jambes. Et là de nouveau, quelqu'un l'a dévisagée comme une bête de foire. C'était beaucoup trop pour moi, j'en avais assez de ce genre de regard sur mon enfant, commenter son existence, pourquoi elle existe encore. On en entend de toutes les couleurs. Et puis j'ai ramené l'anecdote à mon conjoint et on s'est dit, on s'est imaginé en fait si on devait porter notre réponse. Et là, on a créé Ouais, et alors? Cette réponse, c'était la réponse que l'on avait pour dénoncer un peu tous ces regards inadaptés qui se portent sur notre fille. Et on avait envie d'interpeller à la fois sur ce poids de regard, et on s'est dit que finalement on n'était pas tout seul. Parce qu'en réalité, qu'on soit petit, grand, gros, qu'importe notre culture, notre sexualité, et j'en passe, toutes les différences sont très souvent pointées du doigt. On nous met dans des cases, et à partir de là, il en devient difficile d'en sortir. Alors du coup, à travers ce projet, j'ai voulu créer une marque engagée pour l'inclusivité, pour à la fois interpeller sur ces regards et puis aussi, d'un autre côté, permettre à tout le monde de se libérer du regard des gens et de s'assumer, d'exprimer nos différences, de les faire rayonner, d'en faire un projet ultra positif. Et voilà comment je me suis lancée dans la mode sans rien y connaître. Je sortais donc du domaine de l'assurance, comme vous le savez, et je suis allée au-devant des ateliers français pour pouvoir prendre contact et puis comprendre un peu comment fonctionnait ce monde. Et petit à petit, j'ai réussi à monter cette marque qui, du coup, porte un certain nombre de valeurs, parce qu'il n'était pas question pour moi d'exploiter les gens au bout du monde pour créer du vêtement. Donc, je voulais que tout soit aligné. Alors, parfois, on me l'a reproché. On m'a dit, mais Laetitia, tu mets trop de trucs dans ton projet. Il y a trop de messages. On ne va jamais s'en sortir. Donc, c'est un casse-tête au niveau de la communication parfois. Mais pour moi, c'était comme ça, ou sinon, je ne faisais pas. Voilà donc cette marque qui a vu le jour, et aujourd'hui je suis très fière en fait, 3 ans après, de porter ce projet à bout de bras. Il est important pour moi donc de continuer de sensibiliser à travers ce qu'on fait. Et puis aujourd'hui je souhaite m'ouvrir aux professionnels pour pouvoir porter ensemble ces valeurs tournées vers l'inclusivité. Et j'invite d'ailleurs chacun d'entre vous à venir me voir, donc à titre particulier ou professionnel, pour qu'ensemble, on essaie de créer ce monde de demain. Merci beaucoup. Bravo. Merci Laetitia. Merci. Merci. Ouais, et alors ?